Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une année 2015 pleine de débats. Pleine de débats politiques, économiques, culturels, religieux, de débats enflammés, interminables, de débats pleins de pertinence et d'impertinence, bref, pleine de liberté. Car l'actualité nous rappelle aujourd'hui cruellement que cette liberté est loin d'être acquise, hors de nos murs, on le sait, mais aussi en France. Alors qu'un acte de violence inimaginable a été commis ce matin dans les locaux de Charlie Hebdo, que des hommes et des femmes sont morts parce qu'ils exprimaient leur liberté d'expression, parce qu'ils protégeaient cette liberté. Monsieur Hulot, particulièrement ébranlé par cette journée, en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'homme, vous nous faites l'honneur de votre présence ce soir malgré tout, malgré la tristesse et l'écœurement qui pourraient vous gagner. Vous souhaitiez aussi en faire un message face aux étudiants, et je vous laisse donc quelques minutes pour cela. Merci encore à vous d'être présents. Merci au public d'être présents nombreux. Bonne soirée à tous. Non, ça va être très court. Ça montre simplement, si tant est qu'on avait besoin de cette démonstration, que la barbarie n'est jamais totalement ou définitivement éloignée. J'ai été effectivement, comme vous, très affecté pour une raison supplémentaire, c'est que parmi les personnes qui ont disparu aujourd'hui, j'en connaissais personnellement beaucoup, et notamment un que je devais décorer de la Légion d'honneur hier soir, un économiste de la Fondation, Bernard Maris. Donc voilà. Donc pour eux, petite pensée, et puis après on va reprendre, ne serait-ce que pour ne pas faire ce plaisir de modifier nos habitudes, au contraire, sur un sujet évidemment éminemment important. Voilà, merci. Et merci Nicolas Hulot d'être venu en dépit des circonstances. Le débat continue donc avec la présentation de Mélodie et Monica. Monsieur Hulot, cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Monsieur Hulot, merci d'avoir accepté notre invitation. Cela faisait bien longtemps que nous ne vous avions pas vu au mardi de l'ESSEC. Vos cheveux en bataille et votre regard plein de candeur et de fragilité enfantine nous ont manqué. Vous comprenez, monsieur Hulot, vous nous rappelez un peu notre enfance, où nous lisions confortablement installés au coin du feu, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Comme Le Petit Prince, vous aimez contempler la nature, en particulier les couchers de soleil. Comme Le Petit Prince, vous appréciez grandement les dessins d'animaux. Dessine-moi un dauphin, dessine-moi un dauphin. Vous vous rappelez, monsieur Hulot ? Vous l'aviez demandé il y a quelques années à une grande personne qui vous le dessina définitivement sur l'épaule. Comme Le Petit Prince, vous avez apprivoisé une rose et vous avez engagé un véritable combat pour la défendre. Rappelons donc au public votre histoire, un véritable conte des temps modernes. Il était une fois un modeste chercheur d'or qui épousa une belle femme issue de la vieille noblesse française. Les noces ne furent pas regardées d'un bon œil par la famille aristocrate qui ne manqua pas une occasion d'exprimer son mépris envers son gendre. Par un doux matin d'avril de l'an 1955, selon les anciens, le petit Nicolas vit la lumière du jour. Déjà, il aimait s'enrichir des différences culturelles qu'il pouvait constater à Lille, Paris et Nice, les lieux où il vécut. Son désir insouciant de croquer la vie à pleines dents le poussa à troquer sa blouse blanche d'étudiant en médecine pour revêtir une saharienne d'aventurier en Afrique. Il devint photoreporter pour l'agence SIPA et couvrit les grandes guerres et catastrophes naturelles quelques années. Hashtag YOLO, hashtag même pas peur, quoi. Fatigué,
Par l'horreur du monde, le Petit Prince rentra en l'an 1978 chez France Inter pour y animer des émissions consacrées au sport extrême. Un beau jour, le Petit Prince rencontra un aviateur. L'aviateur utilisait toutes sortes d'avions extraordinaires qui firent rêver le Petit Prince. Ce dernier s'essaya alors aux cascades de plein vol, qu'il filma et qui fut repéré par un certain businessman, Monsieur TF1. TF1 avait une fructueuse idée derrière la tête et alla à la rencontre du Petit Prince. Serais-tu d'accord pour animer une émission où tu ferais des acrobaties tout en voyageant ? Attiré par l'aventure, le noble cœur de Prince Hulot accepta. Il baptisa son émission Ushuaïa, le magazine de l'extrême. Ushuaïa, cette ville sud-américaine qu'il assimilait à une porte ouverte sur l'inconnu. L'intuition de TF1 s'avéra juste. Le succès était au rendez-vous. Le Petit Prince décida quelques années plus tard de renommer son émission Ushuaïa Nature, n'oubliant pas la beauté et la fragilité de sa rose. Au beau milieu d'un tournage, le Petit Prince profita d'une migration d'oiseaux. Il arriva alors sur une autre planète, la planète des géographes. Très savants, les géographes instruisirent le Petit Prince sur les nombreux dangers qu'encourait sa rose. Profitant alors de sa notoriété, il créa en l'an 1990 une fondation qui rassemblait une communauté de savoir afin d'œuvrer pour le respect de sa rose. Voulant rallier plus de monde à sa cause, le Petit Prince se remit en quête d'un ami. Au loin, il vit une étrange figure qui alluma un réverbère à basse consommation, puis quelques secondes plus tard, l'éteignit. La figure répétait l'action toutes les minutes. Le Petit Prince trouva ce spectacle très beau, bien que fort inutile. Il alla rencontrer l'allumeur de réverbère et découvrit qu'il s'appelait Europe Écologie Les Verts. Tout comme lui, Europe Écologie Les Verts aimait les roses et souhaitait les protéger. Le Petit Prince était fou de joie. Il avait enfin trouvé un ami avec les mêmes préoccupations que lui. Pour faire avancer leur combat, il décida en l'an 2011 d'obtenir le soutien d'Europe Écologie Les Verts pour diriger le royaume. Mais ce fut rapidement la fin de ses illusions, puisqu'il perdit quelques mois plus tard face à Eva Joly. Et oui, le monde d'Eva n'est pas aussi joli qu'il n'y paraissait. Coups bas et trahison y étaient légion. Déçu par cet échec et par le comportement des écolos, le Petit Prince décida de quitter cette terrible planète. Il préférait continuer son combat à travers sa fondation. Entre-temps, le prince Hulot s'était rendu sur la planète du roi Chirac. Il plaida en faveur de la protection de sa rose et réussit en l'an 2005 à faire inscrire une charte de l'environnement dans la constitution de son royaume. Grand amateur des émissions Ushuaïa, Sa Majesté Chirac lui demanda conseil sur les questions environnementales, ce qui les lia d'amitié. Mais les relations avec le roi qui le succéda, Sa Majesté Sarkozy, n'étaient pas aussi bonnes et les échanges furent un brin virulents. Puis, le roi se métamorphosa en prenant une forme plus ronde. Cette forme était habillée d'un long manteau en fourrure beige et d'une chapka kazakh. On l'appelait le roi Hollande. Il écouta alors le discours du Petit Prince sur la fragilité de sa rose et la nécessité de la protéger. Le roi Hollande érigea le Petit Prince en ambassadeur de la planète et lui demanda de le conseiller sur toutes les questions environnementales de son royaume. Le Petit Prince accepta ce travail bénévole à l'unique condition qu'il puisse garder sa liberté de parole. Une liberté qu'il s'empressa d'exercer en critiquant le déplacement du roi Hollande aux Philippines, et ce, juste avant la conférence mondiale sur le climat prévue en 2015 à Paris. Puis, le Petit Prince se remit en route pour trouver d'autres amis à rallier à sa cause. Le 7 janvier 2015, il vint expliquer son parcours et son combat au Mardi de l'Essec. En espérant que la fin de ce conte sera heureuse, nous vous laissons, Monsieur Hulot, en compagnie d'Agatha Valentin, peut-être de futurs amis. Merci Monica et Mélodie pour cette présentation. Alors Monsieur Hulot, on vous a voulu réagir pendant cette présentation et esquisser un sourire. Est-ce que vous souhaitez revenir sur certains points ou en expliciter certains ? Non,
l'itinéraire me va bien, tel qu'il est un peu romancé, mais non, j'ai pas de fidèle à la réalité. Oui, enfin, il montre une évolution. J'espère que tous, vous êtes passés ou vous serez passés par une période d'insouciance, de légèreté, comme j'y suis passé, convaincu que le temps et le progrès formaient un couple qui faisait que demain serait forcément meilleur qu'aujourd'hui, que l'humanité était en marche, que la science et la technologie répondraient à toutes nos difficultés, que les relations entre les hommes forcément allaient s'améliorer. Voilà, et que la planète était un terrain de jeu indestructible, que la nature était à notre service. Enfin, voilà, comme beaucoup, je suis né avec des préjugés. Un préjugé que la vie dans l'univers était la norme. Et puis j'ai découvert qu'elle était l'exception. Un préjugé comme quoi l'abondance était la norme. Puis j'ai découvert que pour finir, la norme, c'est la rareté. Un préjugé pensant que la vision des Occidentaux du progrès était une vision universelle. Puis j'ai découvert, pour finir, que ce n'était pas forcément la vision universelle, mais que c'était peut-être même une vision singulière et que l'universel était ailleurs. Tout ça, pour faire court, ça se fait voilà, dans le parcours d'une vie, parce qu'au rythme de l'expérience, des échecs aussi. Il y a une jeune femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Anne-Sophie Novelle. L'autre jour, elle me disait « Plus je me plante, plus je pousse ». Bon, je ne vous souhaite pas de vous planter en permanence, mais les échecs construisent et les expériences construisent. Donc voilà, le parcours en soi est un parcours dans lequel chacun pourra se reconnaître, où on apprend, on se fait son libre arbitre, son propre jugement, on garde un certain nombre de choses qui vous ont été transmises, puis on s'en débarrasse, et après on se fait sa propre notion. Et moi j'ai eu cette chance absolument incroyable d'arriver à un moment très particulier de l'histoire du monde, et notamment de l'histoire du vivant, et notamment avec 25 ans béni des dieux d'Ushuaïa, je le reconnais. Il m'a permis. Mais justement, on vous propose de commencer par revenir un petit peu sur votre expérience Ushuaïa. On sait tous que c'est une expérience qui vous a permis d'acquérir une certaine renommée et légitimité auprès des Français. Et quel bilan finalement est-ce que vous tirez d'Ushuaïa aujourd'hui ? Quand j'ai démarré Ushuaïa, pour être très sincère avec vous, j'ai profité d'une extraordinaire, comme ça a été dit, opportunité professionnelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais déjà le goût des grands espaces, le goût de l'évasion, du voyage, pour employer un terme à la mode à cette époque-là de l'aventure. Et j'avais fait mes propres expéditions, puis tout d'un coup, on me propose que ça devienne mon métier. J'ai pensé d'ailleurs que ça allait durer quelques semaines, parce que je me suis dit, on ne va pas me payer pour faire quelque chose pour lequel, jusqu'à présent, j'étais prêt à payer. Bon. Et je l'ai fait très sincèrement, comme je pense beaucoup de gens auraient accepté. J'ai sauté sur l'occasion, mais n'étant pas convaincu que ça ferait 25 ans de ma vie. Et puis, chemin faisant, d'un magazine de l'extrême, tourné vers des expériences plus ou moins sensées, toute l'équipe d'Ushuaïa a pris conscience d'abord de la beauté du monde, de sa vulnérabilité, mais dans la beauté du monde, pas simplement la beauté naturelle, la beauté culturelle, mais a pris conscience qu'on était là à un moment très critique, à un moment où, tant dans la diversité culturelle que la diversité naturelle, on arrivait juste à temps. C'est-à-dire juste au moment où les choses risquaient de disparaître sous nos yeux. On a eu ce sentiment voilà, de voir des mondes reliques, et on les a vus, d'ailleurs, beaucoup de choses que l'on a vues, tant sur un plan culturel que sur un plan naturel, ont disparu depuis. Et ce sont, juste pour faire court, ces 25 ans-là qui progressivement, moi souvent les gens sont rentrés dans cet enjeu par la science, par la politique, par les études. Moi j'y suis rentré par l'université de la Terre, parce que quand je parle aujourd'hui de l'érosion de la biodiversité, quand je parle des changements climatiques, quand je parle de l'état des océans, quand je parle de l'homogénéisation culturelle de la planète, ce sont des choses que j'ai vues à l'œil nu, à cause ou grâce à Ushuaïa. Et donc Ushuaïa, ça a été mon université, magnifique université, mais je dirais que ma conscience, mon engagement, il s'est fait au fil du temps,
parce que j'ai vu les conséquences de ce phénomène. J'ai vu simplement la planète se détériorer sous mes pieds, quoi. Donc finalement, vos années Ushuaïa, par rapport à votre implication d'aujourd'hui, rupture ou continuité? C'est une continuité parce que l'intérêt d'Ushuaïa, ce n'était pas sa vocation au départ, mais ça a tissé un lien de confiance, d'affection, parce que quelque part, les gens qui ont suivi Ushuaïa ont grandi avec moi. Leur regard, leur conscience a évolué en même temps que la mienne. Je leur ai fait partager, ils m'ont aussi accompagné. Et donc, cette relation de confiance, elle aurait pu rester stérile, mais il se trouve qu'après, en créant la fondation, en essayant d'aller plus loin dans la réflexion, dans la mobilisation, dans la conscientisation, ça crée une espèce de communauté comme ça. Et c'est probablement grâce à Ushuaïa qu'après, j'ai pu, avec la fondation et bien d'autres, participer à activer, on n'est pas les seuls, mais la mobilisation qu'il y a eu, notamment au moment du pacte écologique en France, du défi pour la Terre, du Grenelle de l'environnement. S'il n'y avait pas eu ce lien de confiance, ce lien un peu affectif, que quelque part Ushuaïa a contribué, moi d'abord, mais ceux qui regardaient aussi, à nous relier avec la planète. Dans un monde urbain, où la nature devient une forme d'abstraction, où on est éloigné de la beauté du monde, où parfois on n'en a plus conscience, je pense que ça nous a reconnectés. Et ça a préparé le terrain pour aller plus loin après. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui m'ont suivi dans Ushuaïa étaient prêts à me suivre dans mon combat, quelle que soit sa forme. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a des moments où ils n'ont pas compris mes démarches. Peut-être que j'ai fait des choix qui n'étaient pas très bons. Ils l'ont compris tant que pour eux, cet enjeu-là s'inscrivait vraiment dans un enjeu d'intérêt général. Et non pas dès lors que cet enjeu pouvait être interprété comme un enjeu partisan. Justement, revenons sur les différentes étapes de votre engagement politique. Si on revient sur un petit peu 2007, où vous le dites notamment dans votre livre, c'est le début de votre engagement politique, vous avez hésité jusqu'au bout, à aller jusqu'au bout, à vous présenter, vous aviez des alliances politiques possibles, et finalement vous avez tenu votre engagement, les candidats ont signé votre pacte Hulot, et finalement vous ne vous êtes pas présenté. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne stratégie? Est-ce que vous avez des regrets? Non, sur cette phase-là, aucun. J'en ai sur la phase d'après, on pourrait en reparler. Mais il faut resituer les choses dans le contexte. Je voyais arriver de nouveau une campagne présidentielle avec une indigence absolue des grandes formations politiques sur des sujets qui devenaient de plus en plus urgents, prégnants, importants. Et je voyais que la campagne allait encore une fois faire abstraction de ces sujets-là. Et c'était vrai, tous bords politiques confondus. J'avais préalablement rencontré un certain nombre de responsables politiques, puis quand j'ai vu comment ils commençaient à s'engager dans la campagne, je voyais bien que l'écologie allait être simplement à la marge, une variable d'ajustement. Et donc là, comme je sentais que la société française était prête, puisqu'on avait réussi, nous, de la Fondation, à engager presque 1 million de personnes dans différentes organisations, la responsabilité était maintenant aux politiques. Puisqu'ils ne pouvaient plus m'opposer, ce que j'entendais souvent, oui, mais les Français ne sont pas prêts. Les Français avaient montré dans différentes occasions qu'ils étaient prêts, mais que pour aller plus loin, il fallait que l'État, les politiques, eux, leur proposent des choix. Et donc l'idée du pacte écologique, c'était simplement, plutôt que, comme on a l'habitude de le faire dans les campagnes présidentielles, de faire une pétition et de faire signer tous les candidats, ce qu'ils auraient signé évidemment volontairement, puisque ça ne les engageait pas beaucoup. Là, l'idée, c'est qu'on a été beaucoup plus loin. On a travaillé avec un certain nombre d'experts, d'économistes, de scientifiques, et on a fait une plateforme de propositions qui s'appelait le pacte écologique. Et puis on a demandé aux candidats, de signer un certain nombre de principes, mais également de signer des engagements, ou à défaut de les signer, de nous proposer pour les mêmes objectifs une version amendée. Et certains ont tout de suite signé les principes, et pensant que ça suffirait pour que j'enlève l'hypothèse d'une candidature. Pour être très franc avec vous, quand on a démarré le pacte écologique, je n'ai pas imaginé un seul instant que ça prendrait l'ampleur que ça a pris. D'abord, je n'ai pas pensé que les médias d'abord et les hommes politiques prendraient l'hypothèse d'une candidature au sérieux. Et pour être sincère, j'étais un peu piégé par l'affaire parce que je n'étais pas évidemment du tout prêt psychologiquement et surtout même, je dirais, intellectuellement à l'époque, à aller au bout de j'y serais probablement allé, mais j'aurais, à mon avis, fait quelque chose d'assez pitoyable parce que je n'étais pas
franchement préparé à ça. Mais bref, l'hypothèse était là, ils l'ont pris très au sérieux. Et tellement au sérieux que je les ai contraints, enfin nous les avons contraints, à signer des engagements, tous les candidats, puisque c'était bien l'objet, et à les, les sacraliser dans une manifestation qu'on avait organisée au Musée des Arts Premiers, devant les télévisions, pour prendre leurs engagements vis-à-vis des Français. Et donc, pour terminer, on a eu raison de le faire, et j'ai eu raison de retirer ma candidature, parce qu'ils auraient pu me reprocher à juste titre qu'ils avaient signé, qu'ils s'étaient engagés, et la condition était donc remplie. Et preuve en est, c'est que le candidat qui a été élu, et ça, il faut au moins le reconnaître, il faut avoir l'honnêteté de le dire, tous les engagements qu'il avait pris, il les a tenus. Je veux juste les rappeler ici. J'avais négocié, je voulais un vice-premier ministre chargé du développement durable. Lui nous m'avait proposé un ministre d'État chargé de l'écologie, de l'énergie, du transport, etc. Et le seul ministre d'État du gouvernement, on l'a eu, ça a été Jean-Louis Borloo à l'époque. Il devait faire voter la taxe carbone, elle a été votée. Il devait engager, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel, mais elle a été votée. Il devait engager le processus de Grenelle de l'environnement. Je rappelle quand même que c'est la seule loi sous le gouvernement précédent qui a été votée à l'unanimité gauche-droite confondue. Voilà. Donc tous les engagements qui ont été pris ont été tenus. Donc sur cet épisode-là, ça a été un moment d'ambition, franchement, en France, politique, dans les collectivités, chez les acteurs économiques. Rappelez-vous de cette époque. Voilà. Après, il y a eu un relâchement pour des raisons purement politiques et électorales, mais il y a eu, et le Grenelle de l'environnement, aujourd'hui, structure beaucoup le modèle économique. Et justement, sur le Grenelle, est-ce que vous pouvez nous rappeler certaines avancées environnementales que ce Grenelle a permis ? Vous savez, il y en a eu beaucoup parce qu'il y a eu 270 articles. D'ailleurs, tous ne sont... Les principaux. Beaucoup dans le domaine des normes du bâtiment. Bon, par exemple, aujourd'hui, quand vous construisez des bâtiments neufs, les normes n'ont plus rien à voir en termes d'efficacité énergétique. Dans le transport, dans l'agriculture, dans les marchés publics, voilà. Il y a eu une flopée d'avancées qui ont permis, franchement, une première salve d'engagement écologique, à la fois des acteurs publics, que ce soit dans les régions, les villes, l'État, mais également qui a évidemment permis aux entreprises, également parce qu'il y a eu des nouvelles normes, des nouveaux objectifs, elles-mêmes d'avoir leur part de responsabilité. Donc alors ça, c'était la période 2007. Après, il y a eu la période 2011-2012 avec la primaire face à Eva Joly que vous aviez perdue. Et ça a été rappelé en présentation. On va pas s'éteindre là-dessus. Parlons maintenant de votre quotidien. De quoi est fait votre quotidien aujourd'hui? Et si j'ose dire, quel est votre métier? Qu'est-ce que votre fils répond quand on lui demande ce que son papa fait? Moi-même, j'ai du mal à répondre. Autant d'ailleurs pour le métier précédent que pour l'activité maintenant, que je considère que c'est plus une mission qu'un métier. Et si vous avez du mal à répondre, du coup, est-ce que vous pouvez nous définir vos objectifs? Oui, je peux quand même. Voilà, l'idée et l'objectif, c'est d'essayer de mobiliser le maximum d'acteurs sur les enjeux écologiques et au premier rang desquels les enjeux climatiques. Et au sujet de l'écologie, on a reçu Madame Cécile Duflot qui était à votre place il y a 2 mois et elle nous a dit que le but de l'écologie c'était, je cite, de sauver le monde. Est-ce que vous définiriez aussi l'écologie comme ça et est-ce que votre but c'est de sauver le monde? Disons que je dirais la singularité de l'enjeu écologique, dès lors que derrière ce mot écologique, on n'y voit aucune dimension idéologique ou dogmatique, c'est bien de ne pas sacrifier l'avenir au présent. C'est-à-dire, ce qui distingue la préoccupation écologique d'autres points de vue, c'est d'essayer d'avoir une vision à court terme et une vision à long terme. Et donc de faire en sorte que les choix que nous faisons aujourd'hui répondent aux souffrances, aux exigences, aux souhaits, aux préoccupations des gens présents, mais sans pour autant compromettre l'avenir des générations futures. Donc c'est simplement une perception dans une échelle de temps beaucoup plus longue, et avec une perception, je dirais, presque holistique, c'est-à-dire que comment dire, je dis souvent que l'écologie, c'est une démonstration de la solidarité sur 3 dimensions. Dans l'espace, bien entendu, dans le temps, et également une solidarité avec l'ensemble du vivant. Et ça, c'est une approche qui est quand même très singulière et très particulière. Alors oui, quelque part, la finalité, c'est évidemment de répondre aux souffrances, aux
au désarroi des citoyens, comme n'importe quel acteur politique. Mais c'est surtout, encore une fois, de préserver un capital qui appartient à toutes les générations et qu'on a tendance à dilapider, c'est-à-dire que, voilà, de ne pas compromettre l'avenir. Et donc, en termes concrets, quelles sont les politiques que vous poussez en ce moment pour arriver à ces objectifs? Quelles sont les mesures clés que vous prendriez si vous étiez aujourd'hui président? D'abord, j'adapterai. On a un invité surprise dans nos démocraties, dans nos sociétés, qui est inédit dans l'histoire de l'humanité, c'est le futur. Jamais dans une histoire récente, mais jamais dans l'histoire, ce que nous décidons aujourd'hui pouvait compromettre dans un sens ou dans un autre l'avenir de nos enfants ou de nos petits-enfants. Et donc cet invité-là, il faut ce qu'on appelle le long terme. Et nos démocraties ne sont pas adaptées aux enjeux du long terme. Pourquoi? Parce que dans la manière dont nos sociétés fonctionnent, la manière dont le pouvoir s'exerce, la manière dont la communication s'exprime, nous sommes toujours dans le réactif, mais on n'est jamais dans le prospectif. Et donc finalement, votre première mesure, c'est une nouvelle constitution? Eh bien, effectivement, je pense qu'il faut adapter nos institutions et nos démocraties. Je pense que, par exemple, le Conseil économique, social et environnemental, c'est une proposition parmi d'autres, mais pourrait très très bien être une troisième chambre qui soit la chambre du futur. Une chambre qui ait un droit de veto suspensif, c'est-à-dire que si l'exécutif et le législatif prennent une mesure qui compromet le futur, on oblige l'exécutif et le législatif à revoir sa copie. Mais ça soit aussi un lieu. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, sauf que le Conseil économique, social et environnemental, c'est un endroit documenté, apaisé, où on travaille aussi sur les causes et pas simplement sur les effets. Sauf que, sans être méprisant pour le Conseil économique, social et environnemental, bien que les choses s'améliorent, les préconisations, les travaux, qui se font avec beaucoup d'intelligence et pas dans un climat partisan, ne sont pas suffisamment pris en compte. Donc, à mon avis, il faut donner un poids politique plus important. Ça, c'est important parce qu'on pilote dans l'urgence et c'est absolument important. C'est très difficile aujourd'hui, dans un monde qui nous précipite en permanence, pour un ministre, pour un président, quel qu'il soit, d'avoir 2 degrés de lecture. Je dis souvent que si vous mettez une paire de lunettes pour voir de près ou une paire de lunettes pour voir de loin, vous ne voyez pas les mêmes choses. Quand vous mettez les 2 sur le nez, vous voyez trouble. Bon. Et souvent, sur un certain nombre de sujets, je vais vous prendre un exemple précis pour vous montrer combien c'est difficile de faire la combinaison entre les impératifs du court terme et les exigences du long terme. Prenez le gaz de schiste, juste un exemple parmi d'autres. Si je suis dans le court terme, je vous dis qu'il faut y aller à fond dans les gaz de schiste. Ça va vous doper l'économie pendant quelques années. Si je suis dans le long terme, je dis surtout n'y touchez pas. Voilà. Et donc c'est là où il faut faire en sorte qu'on puisse avoir le temps de la prospective, de l'analyse et de l'évaluation. Parce que très souvent aujourd'hui, parce que les choses vont vite, parce que notamment les médias mettent une certaine pression, et les médias ne sont que le relais des exigences parfois très légitimes d'un certain nombre d'intérêts particuliers, et on a besoin de lieux apaisés. Vous savez, il y a une phrase que vous connaissez autant que moi, la phrase de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Moi, je la paraphrase en disant « Science sans conscience n'est que ruine de l'homme ». Il y a une profusion de science et un déficit de conscience. Non pas que la conscience n'existe pas, ça serait faire injure à notre époque, mais elle n'a pas le temps d'être prise en compte. Et donc, il faut 2 degrés de lecture et de réflexion. Donc, pardon de le dire, mais et de répéter, à mon avis, la première chose, mais ça vaut aussi pour le monde. Si j'avais la possibilité de faire un rêve en 2015, c'est qu'il y ait une organisation mondiale de l'environnement qui est en charge de la gestion des biens communs. Les biens communs, c'est les ressources alimentaires, l'air, l'eau, les sols, les équilibres climatiques. Et vous parlez également de fiscalité verte. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on ne taxe plus et qu'est-ce qu'on commence à taxer? Alors ça fait partie aussi des instruments qui sont pas forcément, comment dire, très amusants à porter, parce que derrière le mot fiscalité, voilà. Mais chacun sait ici que la fiscalité, c'est un instrument qui a une double vocation. D'abord pour l'État d'avoir des recettes, pour le bien de l'intérêt général, et puis c'est un instrument de régulation. Bon. Il se trouve que quand on observe ce que l'on appelle les prélèvements obligatoires dans nos sociétés, et particulièrement en France, 60 à 70%, voire plus, des prélèvements obligatoires portent directement ou indirectement sur le travail. Ça, pour moi, ça fait partie d'une aberration, puisqu'il y a un principe en fiscalité, il faut taxer le négatif.
Et donc, en taxant prioritairement le travail, vous contraignez l'emploi. Vous dissuadez les employeurs d'employer et vous pénalisez les travailleurs de travailler. Bon, en même temps, ce qu'on a trouvé de plus facile pour que l'État ait des recettes, encore une fois, pour répondre aux enjeux sociétaux. Il me semblerait, et certains pays l'ont fait, notamment des pays scandinaves, que si on partait d'un principe, d'abord qu'il faut taxer le négatif, c'est-à-dire taxer le négatif, c'est quoi? Les impacts environnementaux, pollution, émissions de gaz à effet de serre, toutes sortes de pollutions, utilisation des intrants chimiques, etc. Les prélèvements des ressources naturelles. Les prélèvements des ressources énergétiques, pourquoi? Parce que, je vous disais tout à l'heure qu'on était dans un monde de rareté, et la rareté, il faut la piloter. Sinon, après, on passe dans l'étape d'après, c'est la pénurie. La pénurie, c'est la guerre. Donc, il faut piloter ça. Et la fiscalité, dès lors qu'elle est incitative et dissuasive, les deux à la fois, et que la fiscalité écologique ne soit pas une fiscalité additionnelle, mais une fiscalité de substitution. C'est-à-dire que si vous mettez de la fiscalité écologique, vous allez faire en sorte que pour la majorité des acteurs, ça soit ce qu'on appelle la pression fiscale égale. Et jusqu'à présent, je peux vous le dire, ce matin auprès de Michel Sapin, premier rendez-vous de la matinée, parce que vous me demandez ce que je fais. Je travaille beaucoup à l'étranger, mais j'essaie aussi en France de porter des idées pour qu'on soit dans les solutions et pas simplement dans le constat. Et moi, je me fais le relais quand j'identifie, parce qu'il y a de l'intelligence, il y en a. Parfois, elle n'a pas accès aux décideurs, et donc quand je peux servir de médiateur, je le fais. Et voilà notamment le sujet de discussion que j'ai eu avec Michel Sapin ce matin, de faire en sorte que si on revient à la fiscalité écologique, on revienne avec une approche intégrale, parce que jusqu'à présent, il y avait une commission sur la fiscalité écologique et les assises de la fiscalité de l'autre, et les deux structures ne se parlaient pas, et ça s'est terminé par le fiasco de l'écotaxe. Voilà. Donc la fiscalité, c'est un instrument qui permettra, et notamment le prix du carbone, de rapidement mais efficacement de passer dans une économie carbonée à une économie décarbonée. Voilà. Sans s'étendre à nouveau sur le sujet, ça ressemble finalement à une taxe carbone un peu plus aboutie. Est-ce que c'est le cas? Ah non, mais dans la fiscalité, la taxe carbone est un instrument. Okay. Mais notamment pour la conférence de Paris, et ça aussi c'est un sujet que je porte actuellement, un des éléments clés de la réussite de la conférence de Paris, c'est l'adoption par les plus grands émetteurs de la taxe carbone. C'est un peu lourd à expliquer ici, mais si on ne met pas un prix au carbone, on n'a aucune chance de passer dans une économie bas carbone. Parce que l'intérêt, si vous mettez un prix au carbone, surtout à un moment où vous voyez que le prix du pétrole est en train de faire des yo-yo, aujourd'hui, on n'incite pas les gens à investir dans une économie décarbonée. Donc l'intérêt d'une taxe carbone, c'est que c'est une taxe qui est progressive, mais qui va ne cesser de monter. Donc pour les investisseurs, leur intérêt, c'est d'investir dans ce qui permet d'utiliser le moins d'énergie fossile. On va passer maintenant à votre mission, plus précisément d'envoyé spécial auprès du président de la République. Est-ce qu'on peut commencer par, ça fait 2 ans maintenant que vous êtes envoyé spécial du président pour la protection de la planète. Est-ce qu'on peut commencer par peut-être un bilan de ces 2 premières années pour vous? Alors, ma mission, elle est principalement à l'étranger, mais elle est aussi de mobiliser les différents acteurs en France pour créer, je dirais quelque part, une dynamique positive, parce qu'il ne faut pas l'abandonner simplement à Laurent Fabius, à Ségolène Royal, au président. Il faut que tout le monde s'y mette, parce que non seulement la France joue une carte importante, puisque c'est elle qui va accueillir 195 nations, mais quelque part, je ne veux pas forcer les traits, mais je voudrais quand même vous dire qu'à Paris, c'est sous une certaine forme l'avenir de l'humanité qui va se décider. Donc le rôle, c'est que tout le monde, pas simplement les écolos, pas simplement la France, pas simplement le ministre des Affaires étrangères, il faut que tout le monde se mobilise. Bon. Donc il faut créer cette espèce d'énergie positive. Mon rôle était évidemment à l'étranger, puisque dès lors que... Quel est l'objectif de la conférence de Paris? Juste pour expliquer bien ma mission. L'objectif, c'est un objectif qui a été fixé par les Nations Unies. Et l'objectif de la conférence de Paris, c'est que 195 États doivent prendre un accord global, juridiquement contraignant, qui nous permette de limiter les changements climatiques en cours de siècle à 2 degrés. Donc il faut bien se rappeler que c'est l'objectif. Et pourquoi 2 degrés? Je suis obligé de prendre une petite minute pour expliquer les choses. Non pas parce que ça sera indolore. Je rappelle que les changements climatiques, chaque année, déplacent 30 millions de personnes et que des centaines de milliers de personnes meurent chaque année à cause des conséquences du changement climatique. Mais parce que 2 degrés, c'est d'abord ce qui est encore à notre portée. Et c'est qu'au-delà de 2 degrés, nous rentrons dans une chaîne d'irréversibilité. Bon, donc c'est vraiment, nous est imposé ce défi de 2 degrés. Pour réussir ces 2 degrés,
je vais résumer l'effort qu'il faudrait que la communauté internationale fasse, qui est très très bien dit par le GIEC, et notamment Jean Jouzel, vice-président du GIEC et scientifique excessivement compétent et doté d'une grande qualité qui est l'humilité. Il nous dit tout simplement, pour réussir cet objectif, le monde doit renoncer à exploiter 80% des énergies fossiles que nous avons sous les pieds facilement accessibles. Donc, en vous disant ça, ça vous explique la complexité de l'enjeu. Le monde n'a pas été habitué à renoncer à utiliser de l'or que vous avez sous les pieds. Parce que le pétrole, le gaz et le charbon, c'est peut-être pas de l'or doré, mais c'est de l'or au sens économique du terme. Et donc mon rôle, entre autres, c'est d'essayer sur ces enjeux-là de voir le maximum de responsables politiques et de les convaincre par des arguments parfois très différents que personne n'a intérêt à un échec à Paris et que tout le monde a intérêt à une réussite à Paris. Mais je ne les aborde pas avec les mêmes arguments. Vous pouvez les aborder sur les conséquences géopolitiques du changement climatique. Vous pouvez les aborder sur l'opportunité économique, parce qu'il va y avoir un marché. Vous pouvez les aborder, si tant est qu'il y ait de l'espace, sur l'argument éthique, parce que c'est aussi un argument qu'il faut employer. Donc voilà, moi, mon rôle, avec d'autres, mais c'est simplement d'essayer, dans les interlocuteurs que je rencontre, à un moment ou à un autre, de toucher derrière la fonction, derrière un président, derrière un ministre, derrière un patron d'une méga-entreprise, si possible de trouver l'homme ou la femme, c'est-à-dire celui qui prend conscience que le sort de ses enfants est en train de se déterminer maintenant. Et donc pour revenir sur Paris, vous dites que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on aboutisse à un accord à Paris. On a vu que dans les sommets passés, ces sommets avaient été capables d'aboutir à des décisions ou une absence de décision qui était dans le désintérêt de tout le monde. Est-ce qu'on a plus de chances ce coup-ci? Oui, mais ça ne veut pas dire que je suis optimiste. Mais il y a quand même des éléments... On passe de 10 à 20% de chances que ça se passe bien? Non, mais il y a des éléments. D'abord, il y a encore quelques années, il y avait deux arguments qui bloquaient. On doutait de la réalité des changements climatiques et notamment de la responsabilité des activités humaines. Vous trouverez toujours des gens qui doutent, mais la science n'est pas trois scientifiques. La science a tranché. Et d'ailleurs, des 195 États, il n'y a pas un État qui conteste cette réalité-là. La deuxième chose, c'est qu'après, être passé de l'inconscience à une forme d'impuissance, on nous a opposé, mais comment voulez-vous qu'on fasse? Comment voulez-vous qu'on fasse de se passer du pétrole, du gaz, du charbon? Les pays émergents ont besoin de se développer, ce qui est vrai. Comment on peut faire? Le génie humain, il associe en même temps de sympathique, c'est que, indépendamment des États, les hommes ont intégré cette contrainte. Et il y a aujourd'hui une flopée d'innovations, de technologies, de process qui permettent de répondre à ces enjeux-là. Donc les solutions sont là. Donc ça, c'est très différent. En même temps aussi, les événements climatiques, dont je rappelle qu'ils coûtent à la communauté mondiale 450 milliards de dollars par an, si je n'ai que l'aspect économique et en oubliant cyniquement les pertes humaines, les événements sont nos meilleurs alliés, y compris dans des pays, les deux plus grands émetteurs qui émettent 42%, n'étaient pas forcément concernés de la même manière au moment de Copenhague ou dans des autres conférences, sont maintenant directement et de plein fouet impactés. Un mot sur ces deux pays, la Chine et les États-Unis, qui ont pris une petite initiative, non pas une initiative historique comme certains ont bien voulu le dire, mais ont un peu donné une petite éclaircie, et je pense que c'est, je l'espère, le début d'un engagement. Les États-Unis, pour vous donner un ordre de grandeur, en 1980, le coût des catastrophes naturelles aux États-Unis, c'était de l'ordre de 2 milliards de dollars. En 2000, on était à 12 milliards de dollars. En 2012, on est déjà à 200 milliards de dollars. Donc c'est un argument, pour ceux qui, à la place du cœur, n'ont qu'un porte-monnaie, qui peut faire évidemment sens. Côté chinois, ça aussi c'est très important. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui rentrait de Chine et qui me disait, vous savez, dans certaines villes chinoises, les enfants ne savent même pas que le ciel est bleu. Et les Chinois sont rentrés dans l'enjeu climatique par la porte de la pollution. Et pour eux, c'est une préoccupation majeure. Parce que, comme vous le savez maintenant, en Chine, vous avez une classe moyenne très importante qui est susceptible, et elle l'a déjà prouvé, de manifestations de masse. Manifestations de masse en Chine, ça se compte en centaines de milliers de personnes.
de se manifester contre la pollution. Et c'est la terreur des autorités chinoises. Donc maintenant, les autorités chinoises ont intégré cet objectif au point que dans ce qu'on appelle les plénums, le mot civilisation écologique et les mots en Chine ont un sens. Et les Chinois développent notamment les énergies renouvelables avec une rapidité que vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne dis pas qu'ils vont réussir, parce que par ailleurs, ils ont d'autres préoccupations. Mais dès lors que c'est devenu leur problème, on peut espérer qu'à Paris, avant Paris surtout, ils vont prendre des initiatives pour permettre au reste du monde qui attend que ces deux principaux émetteurs bougent. Voilà. Donc, la situation est plus favorable, mais en même temps, on l'a vu à Lima, il y a encore entre le sud et le nord une tension très forte. D'abord parce que les pays du sud considèrent que, et à juste titre, ils sont d'abord victimes des changements climatiques et qui n'en sont en aucune manière responsables. Et qui trouvent quand même que l'ardoise est un peu lourde, parce que déjà pendant des décennies, on a été, pardon de le dire, mais piller leurs ressources, en leur laissant des miettes, et sur ces ressources, nous nous sommes développés, et que les conséquences de notre développement à outrance, ils les subissent, et que les promesses de financement qui ont été faites dans les différentes conférences pour les aider à faire face à ces enjeux-là n'ont pas été tenues. Et donc, mon rôle aussi, et c'est notamment mon rôle accéléré depuis une semaine, c'est de bien dire à tous mes interlocuteurs que les chances de succès à Paris sont conditionnées à la réalisation des promesses de financement. Et pour que ces promesses soient tenues, dans des pays qui se disent riches, mais qui ne sont riches que de leurs dettes, puisque vous le savez, y compris en France, le premier dépense de l'État, c'est le remboursement de la dette. Si on veut honorer nos promesses, je rappelle qu'on a promis 200 milliards de dollars par an pour aider les pays du Sud à s'adapter, on ne les trouvera pas dans le budget actuel, d'où la nécessité, et vous avez vu que le président l'a repris il y a très peu de temps, de remettre sur la table, et pour moi c'est la priorité des priorités, ce qu'on appelle les financements innovants. Et notamment au nombre de ces financements innovants, il y a la fameuse taxe sur les transactions financières. Et on a parlé de l'avant-conférence de Paris, mais vous, comment est-ce que vous voyez après la conférence de Paris? Est-ce que vous allez rester envoyé spécial du président Hollande, ou est-ce que vous allez changer finalement de métier, comme on a dit tout à l'heure? Honnêtement, mon horizon s'arrête le 31 décembre 2015. Je ne sais absolument pas, et ce n'est pas un vain mot, j'essaie déjà de tenir le rythme, honnêtement, bon, qui est assez lourd, avec des moments d'enthousiasme et des moments un peu de désespoir. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à comprendre, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, pourquoi il faut dépenser autant d'énergie pour convaincre l'humanité de se sauver d'elle-même. Franchement, il y a un moment, je me dis, pourquoi on est aussi peu nombreux? Pourquoi il faut autant de temps? Pourquoi il faut autant de... Voilà, pourquoi... Voilà. Donc déjà, si je pouvais tenir, je pense que ça sera le cas avec d'autres, jusqu'à Paris, voilà. Honnêtement, après, je ne sais pas, parce que je ne veux même pas envisager un échec, mais l'échec est envisageable. Qu'est-ce qui va se passer après? J'en sais rien. Le monde ne va pas s'écrouler, bien entendu. Mais déjà, ça mettra fin à un type de relation entre États. Notamment ces processus multilatéraux, ils vont échouer. Donc, quelle forme d'action après on peut prendre les uns et les autres? Honnêtement, j'en sais rien. Je crois que pour l'instant, tout ce qu'il y a après, pour moi, n'importe peu. Quand je vois qu'en France, on est déjà presque en campagne présidentielle, enfin, franchement, on marche sur la tête. Ce qui se passe en 2017, on s'en fout complètement. Et beaucoup plus important, y compris pour l'avenir de la France et pour notre propre bien-être, ce qui va se décider ou pas à Paris. Donc franchement, mon horizon s'arrête là. Voilà. Et je pense que c'est bien de se concentrer là. Et après, il sera toujours temps de décider là où on peut être le plus utile. Je rappelle simplement que ma mission, elle est centrée principalement sur le climat. Mais il se trouve qu'avec la conférence climat, les choses se précisent. Mais elle n'est pas centrée uniquement. J'ai aussi en charge de mobiliser sur les autres enjeux universels que sont l'érosion de la biodiversité. L'année dernière, c'est passé inaperçu, mais ça n'avait pas vocation à être... J'ai pris une grande initiative de réunir plusieurs chefs d'État à Paris sur le thème du trafic des espèces menacées, parce que tout le monde s'en fout, mais les grands animaux, notamment en Afrique, sont appelés à l'état sauvage à disparaître dans les 20 prochaines années si on ne fait rien. Donc c'est aussi des sujets cruciaux sur lesquels, très sincèrement, on est excessivement solitaire, parce que le climat, ça commence à bouger parce que les gens voient leur propre intérêt.
et les conséquences économiques, mais alors la disparition des grands singes, des éléphants ou que sais-je encore, très sincèrement, alors là, ça empêche personne de dormir. Et comment vous expliquez justement que face à l'urgence que vous décrivez, le système international est incapable d'agir? Est-ce qu'on est prisonnier des lobbyistes? Pourquoi? Je pose la question, pourquoi est-ce que c'est si long? Ça fait quand même 20 ans que les signaux sont là, la science a confirmé, mais enfin on aurait dû anticiper. Il y a plusieurs facteurs. Bon, d'abord, sur ces enjeux universels, moi je vois bien comment ça fonctionne, de l'intérieur maintenant. C'est un enjeu universel, mais les États l'abordent avec une préoccupation nationale. Et quand j'étais au sommet de Ban Ki-moon à New York, j'observais les délégations et je voyais bien que chacun avançait pour défendre ses propres intérêts. Bon, donc tant qu'on n'adopte pas un état d'esprit universel, on considère que c'est une même famille qui est confrontée à la même difficulté, on n'y arrivera pas. La deuxième chose, les lobbies. Pas un 20 mots, les lobbies. Il y a beaucoup de secteurs économiques qui n'ont pas intérêt à ce que le modèle économique et énergétique dominant change. Et croyez-moi, il y a une puissance de feu pour semer le doute. Je vous invite à lire un livre qui a été traduit en français qui s'appelle « Les semeurs de doute » pour comprendre pourquoi, pendant longtemps, il y a eu une forme de négationnisme sur le changement climatique et d'où ça partait. Bon. C'est vrai sur beaucoup de sujets. C'est vrai sur le sujet agricole. Vous avez des boîtes comme Monsanto qui ont une puissance de feu pour vous convaincre et vous culpabiliser sur le fait que si vous n'utilisez pas certaines semences ou certains OGM, etc., vous allez livrer le monde à la famine. Ils ont évidemment des cabinets entiers pour ça. Bon. Donc il y a cela. Il y a aussi le fait que nos responsables politiques, mais c'est vrai partout, hein, ce n'est pas une critique, c'est un constat, sont pris de court. Parce que le modèle qui a été relativement efficace, je dis relativement parce que tout le monde n'en a pas profité, le modèle économique dominant qui a marché pendant plusieurs décennies n'est plus la solution, il est le problème. Et là, ça tétanise un peu. Quand vous dites justement qu'il va falloir laisser 80% des réserves d'énergie fossile, on sait bien que c'est grâce aux énergies fossiles que le monde a pu s'industrialiser et qu'il y a eu cette percée absolument incroyable. Et puis il y a encore un peu ce que j'appelle des vestiges de scientisme et de positivisme. De toute façon, il y a bien des chercheurs quelque part qui vont nous trouver des solutions à ça. Voilà. Donc tout ça conjugué. Puis c'est un sujet qui doit se traiter à 195. Et je fais souvent cette comparaison. Je ne sais pas si il y a des propriétaires ici, mais quand vous faites une réunion de copropriété à 4 pour dire qui est-ce qui va prendre en charge le ravalement de l'immeuble, c'est déjà très compliqué. Quand vous mettez 195 États pour partager les responsabilités, chacun, sachant que quand moi je rencontre ces États individuellement, chacun m'oppose des arguments recevables un par un en me disant « mais moi, je n'ai rien fait encore », ou « moi, j'en ai fait moins que lui ». Je prends l'exemple, la Chine dit, les États-Unis disent maintenant le plus gros émetteur en volume, c'est la Chine, mais la Chine nous oppose « ah oui, mais par habitant, les Américains émettent 4 fois plus ». Bon. Et donc chacun se renvoie des arguments comme ça. Et à 195, vous devenez complètement fou. Voilà. Et mon rôle, avec d'autres, bien entendu, c'est d'essayer d'anéantir ces arguments, parce qu'ils sont recevables, mais en même temps, ils ne sont pas comment dire, cohérents, parce que, quelle que soit notre responsabilité, vous savez, je cite souvent la phrase de Martin Luther King, qui disait à propos de la cause des Noirs, « Nous sommes condamnés à vivre ensemble, ou à tous mourir comme des idiots. » Et sur le climat, on est condamné à travailler ensemble ou à tous souffrir comme des idiots. Et mon rôle à moi, c'est de montrer, voilà, on a intérêt, et plus qu'intérêt, je dirais à la limite que quelque part, et c'est le paradoxe de l'enjeu climatique, c'est probablement la première opportunité dans l'histoire récente du monde, ou même dans l'histoire du monde, l'obligation de nous unir, d'unir nos forces et nos intelligences. Et donc, si on réussit, ce sera génial, parce qu'on pourra faire un saut qualitatif dans nos relations humaines. Mais si on échoue, par contre, alors évidemment, en premier lieu, ceux qui vont trinquer, c'est ceux qui trinquent déjà, c'est-à-dire les pays les plus vulnérables. Mais n'imaginez pas que nos pays, notamment l'Europe, les États-Unis, les grandes puissances, seront à l'abri. Je vais donner un petit exemple, qui m'a été, un chiffre qui m'a été donné par Monique Barbu, qui est la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies à la désertification. Elle m'a dit que la désertification en Afrique, qui est un phénomène qui est accéléré par les changements climatiques, aura porté aux portes de l'Europe entre 2000 et 2020 60 millions de personnes.
Voilà. Simplement pour comprendre que l'enjeu climatique, c'est un facteur multi-aggravant qui déclenche une chaîne d'impact. Voilà. Et la désertification ne s'arrête pas au détroit de Gibraltar. On sait qu'il commence à y avoir des problèmes du même ordre dans le sud de l'Espagne. Mais vous savez, quand j'ai fait un film il y a 3-4 ans qui s'appelait Syndrome du Titanic, un moment un peu pas facile pour moi, parce que c'est un film qui a été excessivement décrié, tellement je livrais brutalement mes craintes et la vision du monde. Et notamment dans ce film, je montrais qu'on pouvait toujours ériger des barrières, des murailles virtuelles, c'est-à-dire soit pour ne pas voir, soit réelles pour empêcher. Voilà. Mais ce qui se passe tous les jours à Gibraltar ou dans le détroit de Messine, je rappelle l'année dernière qu'officiellement, 2500 personnes sont mortes en Méditerranée. Mais si nous créons des conditions de vie qui sont déjà difficiles dans la bande sahélienne, mais à cause des changements climatiques, elles vont devenir carrément impossibles, les gens qui vivent là, à défaut d'avoir la légalité, ils auront la légitimité de venir s'abriter ailleurs. Je ne dis pas ça pour effrayer, je dis ça parce que c'est la réalité. Voilà. C'est la réalité, et si on ne voit pas la réalité en face, on ne va pas se mobiliser suffisamment. Et moi, d'ailleurs, mon exercice est très délicat, parce que je dois à la fois montrer qu'il y a des solutions, mais en même temps montrer que si on tarde encore à agir, les conséquences, honnêtement, vont être très douloureuses pour tout le monde. Et donc, je reviens sur ce que vous avez dit un petit peu plus tôt. Vous avez dit le futur s'écrira à 195 ou ne s'écrira pas. Est-ce que finalement c'est la seule méthodologie possible? Est-ce que le moyen de sortir de ce dilemme du prisonnier à 195, c'est pas l'inverse, c'est du volontarisme, c'est des kamikazes qui y vont en premier et qui disent voilà ce qu'on a fait, suivez-nous? C'est peut-être les deux. D'ailleurs, moi je pense que, et c'est ce que je prône en Europe, l'Europe ne devrait pas attendre. Elle a pris d'ailleurs ses responsabilités récemment, elle a eu son propre paquet climat-énergie, et je pense que les pays déjà devraient montrer l'exemple unilatéralement. Et ils ont même intérêt à le faire, parce que plus tôt vous intégrez la contrainte, plus tôt vous suscitez l'innovation, et plus tôt vous serez en mesure, quelque part, je dirais, presque de profiter de l'économie qui va de toute façon surgir. Si Paris échoue, justement, ce type de processus à 195, honnêtement, je ne vois pas pourquoi ça devrait continuer. C'est pour ça, encore une fois, que je pense qu'une organisation mondiale de l'environnement, à un moment ou à un autre, apparaîtra comme un impératif. Mais là où vous avez raison, il faut les deux. Il faut ce qu'on appelle des groupes de coopération renforcés. Il faut être capable d'identifier des États qui sont prêts unilatéralement, y compris en Europe, à avancer sur un certain nombre de sujets. Mais en même temps, comprenez bien que si vous laissez un pan entier de la communauté internationale ne pas faire d'efforts, notamment dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que si, par exemple, l'Europe, qui a commencé à faire des vrais efforts, fait des efforts, mais que dans le même temps, l'Asie, je dis n'importe quoi, ou le Brésil, émettent et accélèrent le phénomène, ça décourage tout le monde. Et par définition, là, il faut que chacun prenne sa responsabilité. Et alors, en même temps, c'est compliqué, parce que vous avez des pays qui n'ont même pas commencé à sortir la tête de l'eau, et on leur demande de se développer, mais sans utiliser les énergies fossiles. Et légitimement, ils disent « Ok, mais dites-nous comment, et si vous nous demandez de ne pas utiliser les énergies fossiles, donnez-nous au moins gratuitement les technologies. » Et donc là, il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle le transfert des technologies, et vous butez sur des problèmes bêtes de brevets, qui appartiennent souvent au secteur privé, donc ça, simplement pour vous montrer la complexité des échanges. Du coup, vous nous avez parlé des pays qui devaient prendre leurs responsabilités. Ça va être la dernière question avant de passer aux questions de la salle. Finalement, les personnes à convaincre, est-ce que c'est les pays, les décideurs, ou est-ce qu'il faut avant convaincre chacun d'entre nous, Valentin, moi et l'ensemble des citoyens de chaque pays? C'est là où la tâche est immense, c'est que les politiques ont de l'audace s'ils sentent que derrière eux, il y a les citoyens. Et les citoyens sont en proie à de telles préoccupations quotidiennes plus palpables, y compris dans notre pays. Je veux dire que quand vous savez que 3 foyers sur 4 sont à 20 € près par mois, que le chômage empêche toute autre lecture, que ceux qui ont un emploi craignent de le perdre, moi parfois j'ai des scrupules à venir avec ce qui peut apparaître quelque chose de totalement hors sol. Donc c'est vrai que c'est difficile de mobiliser dans une situation comme ça, de tension et de désarroi. Mais mon rôle aussi, c'est de dire,
il faut que chacun, quelles que soient ses difficultés, prenne sa part de responsabilité dans la mobilisation. Mais pour moi quand même, la responsabilité, là, maintenant, elle est aux responsables politiques. Et à Paris, alors c'est bien si les citoyens, les ONG, chacun prend sa part, et notamment la jeunesse, parce que c'est leur sort qui se détermine. Mais, pardon de le dire, personne n'oblige les responsables politiques à être responsables politiques. Là, ils ont une responsabilité devant l'histoire. Ils ont tous les signaux, ils ont tous les instruments. Et maintenant, il faut passer des mots à l'action et il faut changer de modèle. Alors, c'est pas facile. Évidemment, c'est pas facile aussi parce qu'il va y avoir des mutations professionnelles, il va y avoir des changements de secteur. Donc, c'est là aussi le rôle du citoyen est important parce que ça ne se fera pas avec un modèle identique. Et donc, il y aura des gagnants et des perdants. Voilà. Mais il va y avoir des mutations, il va y avoir des nouveaux modèles économiques, il va y avoir des nouvelles opportunités économiques, mais il y a des secteurs qu'il va falloir abandonner. Et ça aussi, on tombe sur un problème presque intime de nos sociétés, c'est qu'on n'est pas habitué, nous, notamment depuis 20 ans ou 30 ans, à renoncer à des choses. Et il y a des choses auxquelles il va falloir que l'on renonce, qui sont plus compatibles avec les enjeux d'aujourd'hui. Et dans une société de consommation à outrance, dans une société de toujours plus, ben on n'aime pas trop réduire la voilure. Merci Nicolas Hulot pour votre présence et vos réponses. On va passer aux questions de la salle. Les micros sont juste là. Je vous demanderai de vous lever. Donc pour poser votre question, de vous lever, de vous présenter succinctement et surtout de garder votre question aussi courte que possible. Pendant que les micros circulent, donc levez la main si vous avez une question. Je vous rappelle que notre prochain débat aura lieu avec Alain Juppé le 20 janvier prochain, comme d'habitude à 20h, et qu'un cocktail aura lieu en cafétéria suite à ce débat auquel vous êtes tous conviés. Est-ce qu'on a une question ? Bonjour monsieur, je m'appelle Axel Messac, je suis au BBA de l'ESSEC. Et donc ma question en fait va porter sur l'écologie et donc l'avenir de l'écologie, notamment en fait sur votre interrogation sur le fait que beaucoup de gens en fait n'arrivent pas à comprendre l'intérêt de l'écologie. Est-ce que ce serait pas dû au fait que souvent l'écologie est vue comme justement quelque chose d'un petit peu passéiste? Je vais reprendre un petit peu l'actualité. Très souvent en fait maintenant on voit des gens manifester contre des projets, par exemple l'aéroport à Nantes ou la construction d'un centre de loisirs dans le centre de la France. Est-ce qu'en fait, les gens se détournent de l'écologie parce qu'ils ont l'image de l'écologie comme, comment dire, comme une politique en fait contre l'emploi et contre la croissance, finalement? C'était ma question. Oui, il peut y avoir cette perception-là. Il peut y avoir la perception que l'écologie, c'est le refus de tout. Moi, je considère justement que l'écologie, encore une fois, tout dépend ce qu'on met derrière ce mot-là, hein, parce que parfois le mot est un peu galvaudé. Mais au contraire, c'est une modernité poussée à l'extrême, dès lors que justement les choix, les investissements que l'on fait ne sont pas rattrapés par des conséquences que l'on reporte aux générations futures. C'est donc une réflexion qui s'inscrit dans une plus grande durée de temps. Si on avait écouté sur lequel on ricanait à une certaine époque, par exemple, je prends un exemple sur l'amiante, parce que vous n'êtes peut-être pas attentif à cette époque-là, mais au moment où on a utilisé l'amiante d'une manière très importante, il y a plusieurs décennies de cela, il y avait déjà des gens qui disaient « attention, danger ». Puis on les a traités d'obscurantistes. Résultat, sur un petit sujet, hein, enfin un petit sujet, pas pour ceux qui en sont morts. Résultat, des dizaines de victimes, voire beaucoup plus. Mais surtout, une impasse économique, c'est qu'aujourd'hui, on est absolument incapable économiquement de désamianter un certain nombre de bâtiments, à commencer par la Tour Montparnasse ou la faculté de Jussieu. Bon. Je donne simplement cet exemple. Et sur beaucoup de sujets, l'autre jour, j'étais en Guadeloupe. Pendant longtemps, les écologistes ont alerté sur l'utilisation d'un insecticide qui s'appelle le chlordécone. On a traité les écologistes de tout. Bon, ben, résultat, il y a eu des conséquences sanitaires, mais surtout, il y a des conséquences environnementales qui sont irréversibles. Première conséquence, c'est que vous avez des centaines d'hectares de zones de pêche qui sont à vie improductifs parce qu'on ne peut plus pêcher là. Bon. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en citer plein. On est aujourd'hui dans un grand paradoxe, c'est que on parle des choses, on dit les mêmes choses, mais on ne comprend pas les mêmes choses.
Si on veut réussir l'enjeu climatique et l'enjeu écologique, il y a des projets qui étaient pertinents hier, qui ne le sont plus aujourd'hui. Et les deux exemples que vous prenez, et moi c'est mon opinion personnelle, c'est des projets qui étaient pertinents dans les contraintes et l'économie du XXe siècle, mais qui sont aberrants dans l'économie du XXIe siècle. Deux choses d'abord. Aujourd'hui, les terres agricoles, et les terres agricoles, les terres arables, comme l'on dit, ça fait partie des biens communs. Je rappelle quand même, une petite diversion, mais que si nous avons la chance d'être en vie sur Terre, et si, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul endroit dans l'univers où la vie a pu s'exercer, et au sommet de cette pyramide, vous et moi, c'est parce que nous avons une petite pellicule au-dessus de la tête qui s'appelle l'atmosphère, qui fait à peine quelques kilomètres d'épaisseur, dont la composition est excessivement fragile, et si vous changez cette composition, vous mettez la vie en cause, et parce que sous nos pieds, on a 1 mètre de terre arable. Enfin, on avait, parce que maintenant, on n'a plus que 50 cm en moyenne. Donc il faut simplement se rappeler de ces fondamentaux-là. Et que la combinaison de paramètres pour que la vie ait pu s'exprimer, ça tient encore une fois vraiment d'une probabilité totalement impossible. Et nous, on met tout ça en péril. Les terres agricoles aujourd'hui, ça devient des terres rares. Et il faut les préserver. Donc avant de sacrifier des terres agricoles, où que ce soit, il faut être sûr que ça participe d'un bénéfice économique et social. Quelles sont les priorités d'investissement aujourd'hui? Parce que la transition écologique ou énergétique, ça c'est le modèle économique de demain. Mais compte tenu qu'on a peu d'argent, est-ce qu'il faut mettre de l'argent dans une nouvelle plateforme aéroportuaire dans une région qui s'appelle la Bretagne, qui bénéficie déjà de 6 ou 7 aéroports, pour une région, je veux bien, qui est très grande, et j'y habite, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres possibilités pour répondre à une augmentation de trafic aérien. Préserver les terres agricoles me semble être prioritaire, mais surtout, l'argent, le peu d'argent que l'État a dans ces investissements, il vaut mieux les mettre, par exemple, dans la transition énergétique, et notamment, par exemple, dans la réhabilitation des logements anciens ou des logements sociaux, pour sortir d'une situation qu'on appelle la précarité énergétique des millions de foyers français, c'est-à-dire des millions de personnes qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie et qui sont en plus dans des situations d'inconfort. Ça, c'est plus utile. Et là, il y a de l'emploi. Et là, il y a de l'emploi non délocalisable. Ça, ce sont les priorités d'aujourd'hui. Enfin, je cite ça parmi d'autres. Voilà. Et donc, il y a, encore une fois, aujourd'hui, il faut flécher nos investissements sur les priorités. Et les priorités, c'est la transition énergétique, avec les deux leviers, l'efficacité énergétique. Et dans ce domaine-là, croyez-moi, il y a un gisement d'intelligence, de compétences, et notamment de création d'emplois, parce que nos petites et nos moyennes entreprises en France sont excessivement performantes. Et si on les accompagnait dans cette dynamique, il suffirait que chacune de ces petites entreprises crée un seul emploi, parce que la transition énergétique va nous le permettre. Croyez-moi, vous pourriez réduire le chômage très rapidement en France. Donc, non, on n'a pas changé de lunettes entre le XXe et le XXIe siècle. Et donc, il faut être beaucoup plus sélectif dans nos investissements. On ne peut pas se permettre d'être sur tous les fronts. Il y a des choses qui étaient pertinentes hier et qui ne le sont pas aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a encore débat et que parfois moi-même je m'oppose. C'est qu'on partage les objectifs, on partage le constat, mais on n'a pas encore acté que ça va nous imposer, encore une fois, à des choix. Et donc, dans un choix, par définition, il y a des choses auxquelles il faut renoncer et des choses auxquelles il va falloir, au contraire, accélérer. Le développement des énergies renouvelables, je peux vous dire que pour moi, c'est un chantier essentiel. Et je peux faire peut-être une petite parenthèse là-dessus, peu importe si on dépasse un tout petit peu l'horaire. Pourquoi c'est important, les énergies renouvelables? Beaucoup de gens n'y croient pas, disant vous n'allez pas changer, remplacer le nucléaire par les éoliennes, vous n'allez pas remplacer le charbon par les panneaux solaires. Mais je peux vous dire que pendant qu'on parle, pendant que les États hésitent, le génie humain, qui parfois fait aussi de bonnes choses, il va très vite sur ces énergies renouvelables, et notamment sur le photovoltaïque. Actuellement, le prix du photovoltaïque devient concurrentiel sur toutes les sources d'énergie. Et le rendement des panneaux photovoltaïques, le rendement énergétique est en train de monter. Quel est l'intérêt des énergies renouvelables, au-delà qu'ils n'émettent très peu de gaz à effet de serre? Ils n'en émettent pas en produisant l'énergie, ils en émettent parce qu'il faut bien les fabriquer, mais évidemment très peu.
Il est double. D'abord, il est vertueux pour combattre l'effet de serre, mais l'intérêt, il est beaucoup plus important que ça. Vous aurez observé que la plupart des conflits auxquels nous avons assisté, vous et les générations précédentes depuis de nombreuses décennies, sont toutes directement ou indirectement liées à l'approvisionnement dans les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Et encore récemment, le jour où les États seront capables, grâce aux énergies renouvelables, ce qui n'est pas un fantasme, de produire leur propre énergie, et une énergie gratuite, parce qu'une fois que vous avez les machines, le vent, l'eau, l'air, le soleil, vous ne le payez pas. Vous allez rétablir une relation d'égalité entre États. Vous allez permettre aux petits États de regarder droit dans les yeux les autres États et changer les rapports de force. Et les énergies renouvelables, c'est un facteur de paix. Parce qu'aujourd'hui, on doit parfois baisser les yeux parce qu'on se dit, oulala, si on hausse le ton, eh bien, on risque d'avoir une sanction. On va nous priver de l'approvisionnement du gaz, on va nous priver de l'approvisionnement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir cette vision-là. Et moi, je crois beaucoup, évidemment, au développement massif des énergies renouvelables pour les deux raisons que je viens de donner. Je crois aussi beaucoup à l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi, l'efficacité énergétique? C'est que dans le domaine de l'énergie, on est dans la civilisation du gâchis. Dans le bâtiment, on peut diviser par 4, par 8, par 10, à confort égal l'utilisation de l'énergie. Je ne sais pas de quoi vous êtes équipés, je vois des LED ici. Mais aujourd'hui, dans toutes les collectivités locales, rien que par l'éclairage, par un double simple système d'éclairage public, mettre des LED du jour au lendemain, et un système qui permet de tamiser la lumière en fonction de l'activité. Vous pouvez diviser par 2 le coût de la facture d'éclairage de toutes les collectivités locales, sans que les collectivités aient besoin de verser un seul centime. Pourquoi? Parce que les opérateurs se paieront sur les économies d'énergie. Voilà, c'est ça l'intelligence de demain. Merci pour cette réponse et cette parenthèse. Une deuxième question. Bonsoir monsieur, je m'appelle Paul, je suis ingénieur en agriculture et actuellement étudiant au programme Grande École de l'ESSEC. Et donc je m'intéresse un peu de près aux enjeux de l'agriculture pour l'avenir et aux différents modes de production auxquels on va pouvoir rencontrer à l'avenir. Vous avez parlé pendant le débat notamment d'une taxe sur les intrants chimiques, je suppose que ça allait un petit peu vers l'agriculture, et puis aussi de la firme Monsanto avec un avis sur leurs experts et ce qu'ils pouvaient apporter et comme image qu'ils rendent à la société. Ma question, c'est de savoir, en fait, selon vous, est-ce que l'avenir de l'agriculture passera au travers de ces firmes et est-ce qu'au in fine, elles ont quelque chose de bon à apporter à l'avenir de l'agriculture et à l'humanité? Alors, je ne veux pas mettre toutes les firmes dans le même moule. J'ai cité une entreprise parce que je considère que cette entreprise, de mon point de vue, c'est ce qu'on fait de pire. Ce qu'on fait de pire parce que l'idée de vouloir mettre en coupe réglée les ressources alimentaires de la planète, pour moi, est probablement le pire excès du capitalisme. L'idée de priver les paysans de cette liberté de pouvoir mettre de côté à chaque récolte une partie de leur récolte pour ressemer l'année d'après. Et pour moi, une profanation absolue du métier originel du paysan. Je rappelle simplement, pour parler que de cette firme, c'est qu'ils poussent parfois le vice aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc c'est dire dans des pays où les paysans ont encore moins la possibilité de se défendre, d'envoyer des huissiers dans certaines exploitations parce qu'ils vont découvrir que par le vent, des semences brevetées Monsanto se sont disséminées et que par hasard, vous allez avoir une petite souche dans un champ de quelqu'un qui ne cultive pas du Monsanto, mais que le vent a porté là. Et l'huissier va le constater et va traîner le paysan au tribunal. C'est simplement pour vous donner un peu l'état d'esprit. Que la science, que l'agroécologie, qui n'est pas une pratique archaïque, l'agroécologie, l'agroforesterie, vous devez le savoir, c'est à la fois de la haute technologie, mais aussi du bon sens paysan. Ça, pour moi, c'est l'avenir de l'humanité. Mais l'avenir de l'agriculture, c'est plutôt l'agriculture familiale, l'agriculture de proximité, l'agriculture vivrière, donner l'autonomie aux paysans de produire leurs propres récoltes et de ne pas dépendre. Mais c'est tout un système, et là, c'est un chantier immense,
Mais regardez simplement, nous, dans quelle schizophrénie on est. On importe la nourriture de notre bétail, ce qu'on appelle les tourteaux de soja, qui viennent notamment du Brésil, cultivés au détriment de la forêt amazonienne. Alors qu'on serait très très bien capable, probablement avec un autre mode agricole, de nourrir notre propre bétail. On l'a fait en d'autres temps. Une idée que ma fondation a défendue pendant très longtemps. En France, vous avez 2,5 milliards de repas chaque année dans la restauration collective. 500 millions de repas simplement dans les écoles primaires. Si vous approvisionnez la restauration collective à une restauration de proximité, de qualité, vous changez totalement le modèle agricole français. Et vous réhabilitez les petites exploitations, des pratiques de qualité. Voilà. Et donc, tout ça, ça fait partie d'un modèle qui a eu ses vertus, parce que, heureusement que l'agriculture, à un moment ou à un autre, et notamment après-guerre, elle a été intensive, parce que là, on n'avait pas le temps de, je veux dire, de viser sur le sexe des gens. Mais maintenant qu'on a du recul, ce modèle-là, il est totalement... C'est comme ce qu'on disait sur l'aéroport de Notre-Dame. Ça, c'était, comme disent les enfants, ça c'était avant. Voilà. Mais aujourd'hui, on sait faire autrement. On a une question au deuxième rang, troisième. Ici. Vous serez après. Oui, Jean Clabaud, ingénieur retraité. Là. Vous aviez parlé tout à l'heure des citoyens qui peuvent et qui doivent pousser. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir du véhicule Agenda 21 pour faire avancer le schmilblick? Peut-être revenir sur ce que c'est le véhicule Agenda 21. Gardez le micro. Quand vous parlez de l'Agenda 21... Au niveau local, au niveau des collectivités locales. Alors, sans rentrer dans le détail, le rôle des collectivités locales et territoriales est très important. Et d'ailleurs, au-delà de ce que font ou pas les États, heureusement que dans la dynamique, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe et dans beaucoup de pays, que les villes, parfois les régions, et les territoires s'engagent. Je vous donne un exemple précis. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la commande publique dans le monde représente entre 14 et 20% de ce qu'on appelle la consommation et la production. Imaginez que les collectivités locales, qui représentent à peu près 50%, voire un peu plus, même plus, de la commande publique, s'approvisionnent avec des critères excessivement rigoureux, et notamment des critères bas carbone. Et bien vous créez ce qu'on appelle la norme industrielle. Et dès lors que vous créez la norme industrielle, vous changez la taille des filières, et vous faites tomber évidemment les prix, et vous créez une forme de cercle vertueux. Donc oui, les collectivités locales ont un rôle très important. Un rôle important parce qu'elles ont un peu plus de flexibilité que les États, elles ont des instruments beaucoup plus concrets que les États. Et oui, il y a eu évidemment, après le Grenelle environnement, l'Agenda 21, mais ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'elle passe même à une autre échelle. Et je pense que notamment dans un objectif qui est très important, parce que là, elles ont une responsabilité, mais que je trouve qu'elles n'utilisent pas ou qu'elles utilisent dans le mauvais sens, les collectivités locales ont un rôle très important, pour l'instant que je trouve négatif, dans ce que j'appelle l'artificialisation des sols. Vous savez qu'en France, c'est un chiffre qui m'a été donné, on peut le contester, mais enfin ça vous donne un ordre de grandeur. Tous les 6 ans, on artificialise l'équivalent d'un département français. Bon. Parfois on le fait pour des bonnes raisons, mais très sincèrement, je peux vous citer 40 exemples autour de moi de réalisations ou d'investissements qui servent à rien. Les projets inutiles, ça je peux vous en donner à l'appel. Simplement parce que parfois, par mimétisme, chaque commune veut faire la même chose, ou on fait un truc qui ne sert à rien, ou qui économiquement n'est pas rentable, etc. etc. Bon. Et donc, c'est important parce que quand on artificialise les sols, au-delà de la perte de sol productif, un sol, quand il est en jachère, il a aussi sa capacité de séquestration. Et donc, ça aussi, c'est un rôle très important que les communes peuvent avoir. Mais dans l'éclairage dont je vous parlais tout à l'heure, là aussi, les communes ont un rôle très important. C'est pour ça que, parallèlement aux négociations avec les États, c'est partie des choses que je fais, notamment avec Anne Hidalgo, parce qu'elle est présidente de ce qu'on appelle le C40. C'est les 40 plus grandes villes du monde, mais en fait, maintenant, ils ne sont plus 40, ils sont 80 ou 100.
De la même manière avec l'ancien gouverneur de Californie, M. Schwarzenegger, qui est président d'une association de grandes régions du monde qui s'appelle le R20, on essaie en fait de faire en sorte que parallèlement au processus de Paris, il y ait des engagements des régions. Parce que, voilà, si jamais, par malheur, Paris n'aboutissait pas, on peut compenser un échec par des engagements des collectivités locales et territoriales. Alors, une question, peut-être l'avant-dernière ou la dernière, qu'on s'en pressante au premier rang. Bonsoir, Jean-Michel Vincent. Je suis en retard parce que je sors du comité consultatif du développement durable de Cergy-Pontoise, voilà, où je préside la commission transition. Il y a un élu là qui vient d'arriver aussi. Voilà. Moi, je suis un citoyen de base. Alors, ma question est la suivante. Elle part du constat qu'aucun maire, dans aucune collectivité locale dont vous avez situé l'importance, n'accepterait de gérer sa commune sans connaître son budget municipal, la population, les emplois de sa commune, enfin les données publiques de base, quoi. Pourtant, aucun maire de France ne connaît les émissions de gaz à effet de serre de son territoire, le potentiel de biodiversité de sa commune, les kilowattheures consommés par l'ensemble des activités de la commune, le caractère plus ou moins de compétitivité écologique des entreprises ou l'indice de développement humain, donc le bien-être de ses habitants. Or, c'est à cet endroit-là, là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils se distraient, que les habitants, les élus, les entreprises peuvent faire leur part de la transition. Pourquoi est-ce que l'État se refuse à fournir ces données publiques à l'échelle communale? Pourquoi? Je n'arrive pas à trouver de réponse à cette question, à laquelle j'ai tenté de répondre lorsque j'étais directeur de la stratégie et du développement durable dans un service régional du ministère en Île-de-France, et à laquelle j'ai réussi à aboutir. Merci. Vous allez être vachement déçu parce que je n'ai pas de réponse. Mais je la prends en compte pour essayer d'avoir la réponse dans les temps qui viennent. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi l'État ne vous le fournit pas, malgré effectivement visiblement un souhait qui a été exprimé. Ça me paraît effectivement assez aberrant que vous n'ayez pas un point zéro, et j'ignorais cette situation. Voilà. Donc, comme il m'arrive parfois de croiser les gens concernés, je serais curieux d'avoir la réponse. Et si vous nous laissez vos coordonnées, je ne ferai pas de réponse officielle, mais je servirai de médiateur. Je veux bien venir vous voir pour vous expliquer ce qu'on a pu en faire quand on s'est débrouillé pour en faire. D'accord, très bien. Merci. Bon, merci pour votre honnêteté. En tout cas, vous faites partie de cette minorité de nos invités qui admettent ne pas savoir la réponse à une question. Peut-être une dernière question de la salle? Au 3e rang? Non. 8e rang? Toujours pas. On vous oubliera pas. Bon, donc une avant-dernière question, et après c'est promis, c'est fini. Bonjour, je m'appelle Joseph. Voilà. J'ai une question assez simple sur Europe Écologie Les Verts. Est-ce que la cause écologique peut réussir politiquement en restant exclusivement à gauche? C'est une question centrale. Mais derrière cette question, moi je la pose parfois différemment. Ce qui m'a beaucoup étonné depuis des années, c'est quand même que dans le spectre politique français, sur un sujet qui n'est pas un sujet optionnel, enfin, le sujet écologique, tout dépend ce qu'on y met derrière. Si on y met simplement la protection des petits espaces verts, bon, on n'a peut-être pas besoin que d'autres formations politiques s'en emparent. Mais si on considère qu'il faut réinventer un modèle économique, un modèle énergétique, et que c'est l'avenir de l'humanité qui, quelque part, se détermine, ma première réflexion, c'est comment se fait-il qu'à gauche, on ait sous-traité un sujet aussi important à une seule formation politique, et comment se fait-il qu'à droite, sauf au moment du Grenelle de l'environnement, on se pince le nez dès qu'on emploie le mot écologie parce que c'est une forme de compromission politique. Alors c'est pas complètement vrai, on voit que le FN parle maintenant d'écologie patriote. Oh, j'ai pas entendu ça. Et ça m'intéresse pas beaucoup. Mais non, la question centrale, c'est, et je le dis vraiment d'une manière très crue, mais je trouve que c'est même aberrant, et même aujourd'hui en 2015, assez irresponsable. Parce que, encore une fois, l'enjeu écologique, c'est un enjeu qui conditionne tous les enjeux de solidarité. Et donc, on ne peut pas, quelle que soit
l'adresse ou la maladresse des écologistes. Mais on ne peut pas leur enlever leurs convictions, on peut parfois critiquer la manière de présenter les choses, j'en sais rien. Mais moi, ma critique, elle est plus forte sur les autres formations politiques. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès lors qu'il n'y a qu'une formation politique qui porte ces enjeux-là, dans l'esprit des non-initiés, ça donne le sentiment que c'est un enjeu partisan. Et donc ça explique que pour certains, bon, dès lors que c'est l'apanage d'une formation politique, bon, c'est un enjeu politique, idéologique, dogmatique, alors que c'est un enjeu suprapolitique, qui devrait transcender les clivages. Mais si on est dans cette situation, ce n'est pas la faute des écologistes, c'est pour moi le fait que les autres, sur ce sujet-là, je le dis très gentiment et fermement, n'ont pas fait le job. Et j'en veux pour preuve qu'à la dernière campagne présidentielle, la production de propositions, et encore aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez? Parce qu'on se moque des écologistes, ok, parfois on a raison, parfois on a tort, mais par exemple sur l'enjeu climatique, sur ce que je viens de vous dire, qu'il faut laisser 80% des énergies fossiles, il faut changer le modèle de croissance, il faudrait peut-être aussi apporter sa contribution, plutôt que toujours de se moquer, plutôt de critiquer, des écolos, ils ne savent rien faire, etc. Moi, je suis ouvert, parce que sur nos épaules reposent trop de choses, et qu'on n'a pas les réponses à tout. Mais j'aimerais bien que la droite, que la gauche, abonde, inonde de propositions, de suggestions, d'instruments, et force est de reconnaître que c'est le désert absolu. Je suis navré, et je dis ça d'une manière très apolitique, mais quand un homme politique de premier rang revient dans le périmètre dont vous nous avez dit qu'il n'y reviendrait pas, mais ça c'est sa liberté, et que sa seule contribution c'est de dire qu'il faut enlever le principe de précaution, simplement parce que c'est ce que ses électeurs ont peut-être envie d'entendre, et que sa deuxième contribution c'est de dire qu'il faut rouvrir la porte des gaz de schiste, alors que quand il était président il a mis un moratoire, je me dis qu'en 2015, je ne suis pas certain que c'est ça être dans la modernité. Voilà. Parce que la modernité c'est d'être en phase avec les contraintes de son époque. Bon, je ne veux pas ouvrir un faux débat là-dessus. Moi, j'attends plutôt de l'intelligence de ces gens-là, parce que, par ailleurs, ils sont intelligents, mais qui nous aident à construire le monde de demain, à passer justement dans les contraintes de demain. Et parfois, je nous sens dramatiquement seuls. Les propositions, souvent récentes, que ce soit dans le gouvernement précédent ou dans le gouvernement actuel, je suis bien placé pour vous dire d'où elles sortent, où elles sont en gestation. Elles ne le sont pas dans le monde politique. Elles le sont plutôt dans le monde associatif. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Et parce que, je fais juste une petite parenthèse, mais quand je me suis présenté au présidentiel, ce n'était pas parce que je rêvais d'être président, c'est parce qu'après le pacte écologique, je me suis dit, il faut qu'on passe à une échelle supérieure et on va essayer d'accélérer, parce qu'il y a eu un moment d'enthousiasme, puis après, il y a eu une douche froide, parce que l'écologie, ça commençait à bien faire. Bon, donc tout le monde a raccroché. Moi, je voulais qu'on passe dans une deuxième phase. Donc, je me suis dit, là, vu l'urgence, on va peut-être essayer de procéder autrement. Je ne m'y suis pas bien pris. Pourquoi? Parce que, à l'instant où j'ai demandé le soutien d'Europe Écologie, pour les gens qui ne sont pas familiers de ces sujets-là, ça devenait un enjeu partisan. Et donc, dans leur esprit, je m'engageais dans un combat politique, ce qui peut être très noble, mais moi, je considère que c'est un combat suprapolitique. Voilà. Et donc, les gens ne comprenaient plus. Mais tout le monde devrait être écologiste au sens noble et propre du terme. Voilà, parce que tout le monde est... L'écologie, c'est l'humanisme absolu, puisque on est préoccupé par l'humanité d'aujourd'hui et l'humanité de demain. On ne peut pas faire mieux comme approche. La question du troisième rang. Bonsoir. Julien Marcinkowski, ingénieur en pleine reconversion dans la conduite du changement, pour un changement positif de la société, justement. Et justement, je voulais vous poser une question, parce que quand je vous écoute, ou quand j'écoute beaucoup de personnalités qui parlent d'écologie, je trouve qu'on a souvent une image qui est assez négative. On nous dit que si on fait rien, en gros, enfin pour schématiser, on va tous mourir, que le GIEC nous dit on peut mettre en place des politiques d'atténuation, c'est quand même encore un terme négatif. On nous parle de taxes. Vous parliez vous-même, vous disiez il faut serrer la ceinture, réduire la voilure, etc. Et l'humain fonctionne énormément, aspire énormément à du positif pourtant. Donc j'ai bien compris tout ce qu'on pourrait perdre si on fait rien, mais qu'est-ce qu'on va gagner à faire les choses? Et quand je vous dis que si on produit notre énergie
c'est un facteur de paix, que ça va changer les rapports de force. C'est pas du positif, ça? C'est pas une nouvelle image du monde? Si je vous dis que grâce à ça, on va sortir de... Non, parce que je dessine effectivement un horizon tragique, parce que c'est la réalité du quotidien de gens qui ne sont pas à côté de nous, et celui-là, je ne veux pas l'oublier. Mais quand j'essaye, et c'est là que l'exercice est délicat, parce que j'entends bien qu'on doit simultanément un peu faire peur, parce que la réalité fait peur, mais j'essaie aussi de vous montrer, à travers un exemple, ce qu'on pourrait gagner, par exemple, si chaque pays produisait sa propre énergie, à partir notamment du soleil. D'accord, j'avais bien noté l'exemple, justement. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'exemples, plus de choses qu'on peut gagner? Parce que je pense que tant que le discours sera majoritairement négatif, les gens n'iront pas, on fonctionne plutôt à l'envie plutôt qu'à la peur. Oui, je sais bien, vous avez raison, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aussi que tout le monde aide à promouvoir les solutions, à dessiner un horizon. C'était plus difficile il y a quelques années parce qu'on était un peu pris de court. C'est un peu plus facile aujourd'hui parce que sur un certain nombre de technologies, sur à quoi... Je vois, à notre fondation, on a fait parfois des projections sur ce que pourrait être le monde en 2030, etc., le monde idéal. Bon, alors on va me dire, mais vous rêvez hors sol. Mais je veux dire, demain, on peut avoir un monde où chacun est producteur de sa propre énergie, on peut avoir un monde où on se déplace silencieusement. Voilà. Mais ça va être un monde, évidemment, qui va être à une autre échelle. Ça va être un monde où une partie de l'économie va être relocalisée. Ça va être un monde plus convivial aussi, parce que, oui, ça sera forcément un monde un peu moins matérialiste. Enfin, je ne vais pas vous faire la grande devise moins de biens, plus de liens, mais excusez-moi de le dire, mais elle est toujours valide, c'est vrai. Donc il y aura forcément des aspects positifs. Ça va être un monde où on va réduire les inégalités, parce qu'on peut s'abriter pour ne pas les voir, les inégalités, mais moi je les constate tous les jours, et le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est un monde où les inégalités se creusent. Mais la contrainte climatique et écologique, elles vont nous obliger à partager les richesses et protéger le substrat de la richesse. Donc tout ça aura forcément des conséquences vertueuses, parce que moi je veux sortir... Vous savez, regardez le monde encore aujourd'hui tel qu'il s'exprime. Il s'exprime là ce matin à Paris, et tel qu'il s'exprime là régulièrement par des séquences de vidéos absolument insupportables sur Internet. Est-ce que tout ça est soudain, spontané, hors sol, ne s'explique pas à un moment ou à un autre? C'est pas pour surtout légitimer ou voilà, mais essayer de comprendre l'origine des choses. Moi, j'aimerais bien qu'on sorte de ce monde. Ça, c'est du positif. Et je pense que le modèle qui a été le modèle dominant depuis 150 ans, il explique en partie l'état du monde actuellement. Mais je n'ai pas envie, moi, de rester dans ce monde-là. Un monde de défiance, un monde de haine. J'ai envie de passer dans un monde, justement, de compréhension, de partage. Et c'est ça aussi, c'est ce monde-là auquel j'aspire. C'est ça aussi qui est sous-tendu dans un monde d'écologie. Parce que si on veut partager la richesse, il faut la protéger. Il faut la préserver. Et aujourd'hui, le monde tel qu'il fonctionne, il ajoute de l'inégalité à l'inégalité, de la misère à la misère et de la souffrance à la souffrance. Et résultat, au bout d'un moment, tout nous explose à la figure, sous les formes les plus tragiques, les plus barbares. Voilà. Donc oui, le monde positif dont vous parlez, moi, c'est un monde apaisé. Voilà. Et je pense que nous n'avons pas créé les conditions d'un monde apaisé. Voilà. Parce qu'on s'est développé, pardon de vous le dire, mais un peu sur le dos de certains. Voilà. On ne l'a pas fait forcément consciemment, quoique, mais en tout cas, au moins actons cette responsabilité. Et en plus, aujourd'hui, les mêmes, on leur fait payer les conséquences de notre mode de développement. Ce n'est pas tenable. Donc, oui, le positif, c'est qu'on a une occasion unique, là, de nous unir. Unir nos intelligences, unir nos moyens, partager nos technologies, nos économies, voilà. Donc, oui, je pense aussi que l'aspect le plus positif, et j'en termine par ça, c'est une phrase que j'avais mis en exergue d'un livre et en exergue d'un film qui portait le même titre, qui était le syndrome du Titanic. C'est une phrase d'Einstein. Einstein disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Et bien là-dedans, il y a une lecture négative et il y a une lecture positive. La lecture positive, c'est la profusion des moyens. Ça veut dire que l'homme est capable de réaliser de grandes choses. Mais la lecture négative, c'est quand on ne sait pas à quoi on va les destiner. C'est-à-dire quand on a perdu la notion du sens.
Et la chose la plus positive qui pourrait nous arriver dans les années qui viennent, c'est de redonner du sens au progrès. C'est-à-dire qu'avant de décider, je dis n'importe quoi, si on va faire un aéroport ou si on va faire je ne sais quel projet, peut-être se poser simplement la question du sens. Est-ce que ça participe vraiment à l'épanouissement? Est-ce que ça participe durablement à l'épanouissement? Eh bien, le jour où on sera capable d'anticiper et de répondre à ces questions avant de faire, là on sera dans du positif. Merci. Merci pour cette dernière réponse positive. Et merci pour toutes vos réponses. Merci à vous de vous être déplacés si nombreux. On vous retrouve au cocktail où M. Hulot nous rejoindra s'il le souhaite et s'il a le temps. Merci à tous.